problème dans le monde, c'est le cash, c'est le dollar. C'est lui qui est le principal véhicule du paiement, des activités illégales, etc. Derrière une adresse blockchain, tu peux retrouver toutes les transactions depuis le début. Tout est écrit. Le livre est ouvert et est auditable. J'étais malheureux, moi. En fait, t'as envie de jouer, au bout d'un moment, tu te dis, en fait, le game, il est où, en fait? Qu'est-ce qui est important? J'avais des membres du board qui étaient surtout des entrepreneurs à ce moment-là, plusieurs membres dirigeants de Ledger ou des gros entrepreneurs français qui étaient surtout en mode donneur de leçons, mais finalement pas très aidants. Donc là, j'ai fait ce que je sais bien faire, c'est-à-dire que je prends une claque, mais j'en mets une. Donc je les ai virés. Et je leur ai dit, ciao les gars! On plonge ensemble aujourd'hui dans un monde fascinant. Ce n'est plus totalement la jungle, c'est plus trop le Far West, c'est plus du tout le Moyen-Âge. Mon invité qualifie la période de ce secteur comme l'âge de la Renaissance. On parle de Bitcoin, on parle de crypto, on parle de Web3. Aujourd'hui, mon invité, depuis le lancement, a fait un peu plus d'1 milliard d'euros de volume d'affaires. C'est aujourd'hui 100 collabs, un peu moins de 40 millions d'euros de levée, 60 000 clients actifs. Bref, on se donne rendez-vous avec le CEO de la première plateforme d'achat et de gestion de crypto, Nicolas Louvet. Bonjour. Bonjour Thomas. Tu es donc le patron de Coin House. J'espère que tu vas m'éclairer sur ce monde, pour le coup un peu opaque pour moi. Généralement, la Renaissance, c'est la période où on éclaire. Donc, Ouais, bah ça tombe bien. Je suis vraiment là dans l'ombre. En tout cas, on va cranter un peu ensemble les différents steps par lesquels vous êtes passés. J'espère qu'à la fin, je serai un expert en crypto et que je pourrai transformer tous mes actifs et les doubler en quelques années. Pour co-hoster nos échanges, j'ai le plaisir de retrouver Dylan Chekroun. Ravi de te retrouver. Bonjour Thomas. Tu es banquier chez Neufliso BC. Je vais proposer à tout le monde de s'abonner, si ce n'est pas encore le cas, à la chaîne YouTube ou au podcast si ça les intéresse, de découvrir chaque semaine 1, 2, 3 top entrepreneurs. Vous avez le temps, 30 secondes de jingle. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Dylan, je crois que tu avais une question et pour la première fois, je ne vais pas poser moi la première question. Je trouve que ça ouvrira bien le bal avec Nicolas. Quel honneur. Oui, tout à fait Nicolas. Donc, je lisais un article récemment qui te définit comme un crypto convaincu raisonnable. Donc, je voulais savoir ce que ça signifiait et si tu investissais sur des actifs plus financiers réels. Un article, je le dis, de nos partenaires Madines. Alors en effet, je sais pas ce qui t'a le plus choqué ou le plus interpellé entre convaincu, crypto ça m'étonnerait, mais convaincu ou raisonnable. Je pense que c'était pas trop par rapport à mes investissements à titre perso, parce que je pense qu'on c'est pas la partie intéressante, c'est plus le fait que dans cet écosystème crypto, il y a en effet traditionnellement des gens qui sont très volubiles sur la crypto, ce qu'elle apporte. On qualifie souvent de maximaliste cette tendance de vouloir considérer que la crypto va révolutionner tout, qu'il faut changer complètement le modèle bancaire ou le modèle des moyens de paiement, que la façon dont on possède l'argent doit être repensée différemment. Et ouais. C'est ça en fait, ce côté peut-être un peu déraisonnable, parce que oui, il y a une belle idée derrière, on peut tous avoir quelque chose en tout cas de proche avec ce genre d'idée un peu libertarienne. Moi, c'est pas forcément mon cas. Le côté raisonnable, c'est plutôt de se dire, bon attendez, les gars, il y a une technologie qui est hyper intéressante. Qui a plein de vertus. Qui supporte tout un écosystème. Cette technologie, c'est la blockchain. Mais ça va prendre du temps. Et les révolutions se font pas en 5 minutes. Et quelque part, il faut y voir déjà des investissements à risque. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être raisonnable, sauf si on a vraiment l'intention de faire n'importe quoi et qu'on est prêt à perdre beaucoup d'argent. D'où le côté de, oui, j'investis de façon raisonnée, des montants que je peux potentiellement immobiliser pendant quelques années, parce que on peut ne pas perdre d'argent. C'est comme au casino où il faut être prêt à perdre. Non, seulement... J'aime pas ce parallèle avec le casino, parce que c'est un jeu de hasard, le casino. Quand je suis à la roulette, si je choisis le 4 rouge, bon, honnêtement, quand j'investis dans le Bitcoin, j'ai pas l'impression de choisir dans le 4 rouge. Non. J'investis dans une technologie, dans un actif
qui se qualifie de plus en plus d'or numérique. On est sur une capitalisation qui dépasse les 1000 milliards. Je crois qu'on n'est pas du tout sur quelque chose qui est de l'ordre du casino ou du jeu de hasard. Non, on est sur des choses qui sont risquées. Je crois qu'il y a des entrepreneurs qui écoutent justement ton podcast et c'est ce qui fait sa force d'intéresser justement des gens qui créent. Et ben, dans la création, il y a une part de risque. Et qu'est-ce qu'on a dans la part de risque ? C'est en effet, on est sur des projets nouveaux, des technologies qui ne sont pas stables. On peut avoir des hacks, on peut avoir des instabilités. Ça peut valoir zéro, comme une boîte peut valoir zéro. D'ailleurs, je crois que tu as une émission qui s'appelle Planté. Je pense qu'il y a plusieurs projets crypto qui, s'ils étaient matérialisés, viendraient venir te voir en se disant écoutez, moi j'ai lancé le protocole Augure, c'est de la merde. Et en effet, ça marche pas. Là où au casino, j'ai répondu très clair. très clair. Là où au casino on dit que c'est toujours la banque qui gagne, la vision peut-être un peu reculée et non experte que je peux avoir, c'est que en matière de crypto, c'est le premier arrivé qui gagne. Alors, par exemple, tu vois, dans le cas de certains projets qui ont mis beaucoup de temps à décoller, je suis pas convaincu. Parce que certains, tu peux être là très très tôt, et au final, les projets mettent beaucoup de temps avant de prendre de l'ampleur. Je pense même à Ethereum, tu vois. C'est peut-être moins vrai sur Bitcoin, où en effet, vu la courbe quasi... alors, quand tu enlèves l'effet de cycle, mais tu es quand même sur une progression sur la durée, phénoménale. C'est l'actif financier qui a le plus progressé de loin ever. Et en effet, oui, là, il fallait être très très tôt. Et si tu avais la chance de pouvoir en avoir, comme Satoshi Nakamoto, soi-disant son inventeur, et d'en posséder quelques-uns que tu as achetés pour zéro ou pour très très peu, en effet, aujourd'hui, c'est un investissement incroyable. Je disais que tu étais le cofondateur et CEO de CoinHouse. Est-ce que je peux vous qualifier de place de la bourse de la... Non. Non, pourquoi ? Alors, en fait, parce qu'on achète... Et tout le monde fait cette confusion et ça m'embête. Écoute, c'est la bonne occasion. Tu peux me rentrer dedans un peu en disant mais c'est n'importe quoi. J'ai expliqué 20 fois, mais c'est pas grave. En fait, tu fais... je pense que tu penses place de la bourse parce que tu penses à échange, à exchange, souvent. Et le terme échange veut dire échanger une valeur contre une autre. Seulement, aujourd'hui, quand tu vas acheter, par exemple, une action, est-ce que tu vas l'acheter auprès du Nasdaq ou auprès d'Euronext ? A priori, non. Parce que tu m'as pas l'air d'être une entité régulée. Tu vas auprès d'un broker traditionnel, ça peut être ta banque ou un néo-broker, et lui, il va te la vendre ou te l'acheter. Et c'est auprès de lui, en fait, que tu vas opérer cet échange. Donc toi, tu es la banque ? Moi, je suis plutôt la banque. Alors, on n'est pas encore une banque, demain on le sera, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, on est plutôt un broker qui accompagne les gens et on n'est pas qu'un broker parce qu'on conserve aussi la crypto des gens, on leur donne des conseils, on permet à tous nos investisseurs d'avoir énormément de services, on propose ici des rendements. Donc c'est vrai que ça se rapproche un peu d'un modèle de banque, sauf qu'il n'y a pas encore de banque crypto. Nous, on est en train de la construire. C'est quoi une place de marché juste pour être certain de bien répondre. En fait, pourquoi je dis pas que je ne suis pas un exchange ou une place de marché ? Parce qu'une place de marché, c'est une activité définie. C'est-à-dire, elle opère un carnet d'ordre où tu vas avoir à la fois des vendeurs et des acheteurs qui se réunissent au même endroit, et c'est la réunion des deux qui permet de définir le prix et la profondeur du carnet d'ordre qui te donne l'indication en fait du CPEG quand tu passes une opération. Du CPEG le CPEG, c'est le delta du prix, en tout cas sa variation de prix que tu peux avoir quand tu as tout d'un coup beaucoup d'acheteurs ou beaucoup de vendeurs sur un même marché. Ouais. Et donc ce marché-là, il est nécessaire à faire fonctionner. Tout comme dans la finance traditionnelle, tu ne peux pas avoir de marché si tu n'as pas le fonctionnement d'Euronext, du Nasdaq, etc. pour proposer en fait de la liquidité et proposer des prix au marché actions et à tous les produits financiers. Tu as la même chose dans le marché crypto. Tu as la nécessité d'avoir ce marché. Seulement, généralement, dans le marché traditionnel, ce sont que des opérateurs financiers régulés qui interviennent auprès de ces bourses. Il y a une anomalie de marché dans la crypto. Ce marché s'est ouvert au début en étant non régulé. Et donc, n'importe qui, y compris un gamin de 18 ans vietnamien, peut acheter en même temps qu'une plateforme comme CoinHouse qui va foutre 1 milliard d'euros par an au même endroit. Ce qui est complètement bizarre.
Mais ça s'est fait comme ça. Progressivement, on est en train de complètement bouleverser ce marché. Il va redevenir rentrer dans les clous en fait des marchés traditionnels. Il va re-rentrer dans la régulation. Il va se transformer. Et demain, je n'achèterai plus au même endroit qu'un sympathique vietnamien de 18 ans. Donc, il existe des bourses. C'est pas notre métier. C'est un métier qui est indispensable. C'est un métier de commodité, c'est un métier de très gros volume, de sécurité. C'est un métier où tu gagnes très peu d'argent par transaction, mais tu fais beaucoup de volume, donc tu en gagnes. Mais c'est pas le métier le plus intéressant en plus. Dans le monde de la finance, aujourd'hui, tu ouvres les pages saumon du Figaro, t'es pas en train de lire 25 articles sur Euronext. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez Euronext ? C'est quoi donc la grande nouvelle d'Euronext, etc. Honnêtement, tout le monde s'en fout. En revanche, on va te parler on est aujourd'hui chez Neuflize EBC, on va te parler d'asset management, de banques, de financement, de banques d'investissement, de banques d'affaires, on va te parler d'opérations financières, on parle de tout le métier qui est autour. On parle des banques, on parle des asset managers, on parle des assureurs, on parle des conseillers, etc. Ben moi, c'est ça. Moi, je fais ce métier-là aujourd'hui. Et je pense que c'est clairement le métier d'avenir. Je pense que le métier d'exchange, il y a besoin d'exchange, c'est évident. Il y en aura quelques-uns qui vont gagner énormément, mais le gros du marché va se reconcentrer sur moi, ce que je fais, c'est-à-dire client-facing. Je reste volontairement sur ce parallèle avec la banque. Ouais. Quand tu vas voir ton banquier, tu vas avoir un certain nombre de conseils, enfin idéalement, sinon il faut changer de banquier. Votre métier, il se traduit aussi par du conseil, des services additionnels, au-delà d'être la plateforme sur laquelle tu peux acheter ou conserver tes... Oui. Ouais. Alors oui, d'abord parce que déjà on fait une curation des cryptos. On ne te propose pas... Il y a plus de 20 000 cryptos. Hein. On t'en propose aujourd'hui un petit peu plus de 55, demain 80 dans quelques jours. Donc on fait un travail déjà de curation pour tout le monde. Et donc quelque part, tu es peut-être un petit peu plus en sécurité. Après, pour le client qui n'a pas pris d'abonnement particulier et qui ne demande rien en particulier, on va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on va lui proposer ses cryptos. On propose de l'information sur les cryptos. À chaque fois que tu vas sur notre page dédiée à une crypto, tu vas trouver des notes sur les cryptos. On les note d'un point de vue technologique. On a une équipe dédiée. On a une équipe d'experts. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais CoinHouse, ça vient de Ledger. Ça fait plus de 10 ans on va en parler dans un instant. Que mes associés sont ne spoil présents. Pas tout. Donc, on est experts. Je pense que ça, on ne va pas nous le retirer. On est vraiment experts. Donc, on a des experts de ça. Donc, on note par rapport au marché, à la dynamique de marché et par rapport à la technique. La technique, ça change sur une même crypto ? Parce que normalement, j'imaginais que c'était... Parce qu'en fait, ce sont des blockchains différentes. Donc, en fait, on va surtout noter l'efficacité de la blockchain, le fonctionnement. Tu sais, as plein de projets qui sont soit des nouvelles blockchains, soit des itérations des technologies sur des blockchains. Donc, des layers, des couches supplémentaires. C'est ça que l'on va noter. Ça, c'est pour tout le monde. Ouais. Et ensuite, pour ceux qui sont OK pour payer un petit abonnement, qui est de quelques euros par mois. Alors, attends, sur la première partie, j'achète, tu as une part, un pourcentage relativement faible, tu le disais, de la transaction. Donc ça, c'est mon modèle de rémunération, je prends on est des brokers comme tout le monde, on prend une commission sur chaque transaction. Donc, dès que tu fais un achat, une vente, on prend rien sur la conservation alors que ça nous coûte une blinde. Mais on le fait et en plus on est responsable des fonds, donc c'est même un coût d'un point de vue fonds propres. Mais c'est peut-être ce qui permet de s'assurer que la personne qui a ses fonds chez toi vient faire ses transactions. C'est la sécurité aussi sur la plateforme. C'est pour ça qu'on fait partie des acteurs européens. On est le 5e plus gros acteur en Europe et on a pourtant une base de clients qui est très importante mais qui n'est pas non plus gigantesque. On n'a pas 1 million de clients. Il y a certaines plateformes qui ont 1 million de clients, qui ont autant d'actifs que nous. Il y a un step pour monter à la première marche. Et nous, notre grosse différence par rapport aux autres, c'est, je te dis, nous on a 60 000 clients actifs qui ont tous des avoirs chez nous. D'autres plateformes ont autant d'avoirs que nous. Et ils ont 1 million de clients. Et en fait, la grosse différence, c'est que nous, on a des clients plutôt qui voient en CoinHouse, ils ont bien raison, le seul acteur qui a une assurance, et on l'a depuis 2021 auprès de MMA, le seul acteur qui est présent... Une assurance, là en l'occurrence, c'est à quoi ? Responsabilité civile professionnelle, qui garantit en fait nos actions et toute notre responsabilité vis-à-vis des fonds qu'on propose. On a des gros fonds propres liés en fait aux levées de fonds qu'on a pu faire.
on est présent depuis 10 ans, on était lié à Ledger, on va y revenir dans quelques secondes, donc il y a tout ça. Et puis on travaille avec des banques comme la Société Générale. On est le seul acteur qui a ce type de relation bancaire avec une banque Tier 1. Donc ça sécurise vraiment bien les gens, ce qui fait que parmi nos clients, on va avoir une part assez significative de gens qui sont plutôt des entrepreneurs, des épargnants, des investisseurs, des gens qui ont un petit peu plus d'argent. On a aussi des gens qui ont 18 ans et qui mettent des petits montants. Et on accueille tout le monde, et il faut que tout le monde puisse investir avec CoinHouse, parce que c'est les mêmes tarifs pour tout le monde, hein. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a une partie de nos clients qui mettent pas mal d'argent. Et ceux-là, on est prêt à les accompagner. Et donc, on a des services dédiés pour eux, qui sont payants, mais qui ne coûtent pas non plus beaucoup d'argent. C'est quelques dizaines, quelques euros à quelques dizaines d'euros par mois selon le modèle que tu prends. Et là, on t'accompagne. Et tu peux avoir un chargé de compte qui va travailler avec toi, ton portefeuille, qui va te conseiller, qui va t'appeler régulièrement. Et on va te produire du contenu sur le marché crypto, sur les tendances, sur ton portefeuille, etc. Donc on va avoir ce même modèle que Neuflis fait très bien sur les actifs financiers traditionnels, de pouvoir accompagner des clients sur leur gestion de patrimoine. Nous, on le fait que sur la crypto. Quand, en tant que particulier, tu veux investir en bourse, tu as une petite connaissance typiquement, là, ça pourrait être le moment. Je vais pas me révéler un conseil financier, je le suis pas, donc ne suivez pas du tout mes conseils. Mais là, tu pourrais dire que toutes les activités de défense en Europe risquent de prendre de la valeur. Alors, c'est peut-être déjà trop tard, hein, mais au moins, c'est un sujet que tu comprends. En matière de crypto, comment tu es capable, en tant que simple novice, de dire, tiens, là, je vais aller là-dessus parce que c'est le bon moment, parce que ça va prendre de la valeur. C'est pas simple. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'il faut payer un abonnement, mais non, si on devait expliquer comment ça marche. Déjà, on n'a pas de boule de cristal, hein, sinon on serait dans une situation complètement différente. Mais si j'étais capable de prédire exactement les cours, tu miserais, on ne serait pas là. Oui, ça, mais ça ne se fait pas comme ça, mais c'est pareil dans les marchés boursiers. Et là, tu dis, c'est super cool d'acheter peut-être des actions de sociétés qui sont dans la défense. Mais peut-être pas. Ça se trouve, dans 4 mois, tout ce qui a été dit récemment est nul et non avenu. Et finalement, on laisse tomber tous les projets de militarisation. Donc, ça, on ne sait pas. Donc, avec la crypto, tu ne sais pas. En revanche, il y a quand même un recul. C'est-à-dire, par exemple, toi, la cotation du Bitcoin, ça fait presque 15 ans que tu as des chiffres. Sur pas mal de cryptos, c'est un métier de chartiste, c'est-à-dire que tu as beaucoup de data. Et donc, c'est comme sur les marchés financiers, il y a beaucoup de hedge funds qui se mettent à la crypto et il y a beaucoup de modèles qui existent. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillaient d'ailleurs sur les actions dans les années 80-90, sur lesquels les modèles aujourd'hui marchent peu parce qu'au final, il n'y a pas autant de volatilité, il n'y a pas autant d'intérêt. Donc, ils s'ennuient, voire ils ne font pas de perf. Là où ils font... en tout cas, leurs modèles sont plus pertinents et s'appliquent bien au marché crypto. Il y a beaucoup de volume. Donc, tu as beaucoup plus de volume, plus de volatilité. Enfin, pas beaucoup plus de volume, mais tu as plus de volatilité. Et tu as plus d'attrait, en fait, pour des modèles. Donc, il y a de l'analyse que l'on fait. Donc, on a des experts qui vont analyser les marchés. Et tu arrives quand même à détecter des tendances. Là, on a mis en place, par exemple, un truc qui va sortir dans pas très longtemps, qui s'appelle la météo de la crypto. Alors, le nom, ça, c'est un nom de code interne. Je sais pas comment ça s'appellera encore. En fait, on a un algo qui regarde tout le temps, mais il change tous les 4 heures et qui va te donner une pondération de 0 à 100 sur des cryptos. Donc là, pour l'instant, il fonctionne sur 8 cryptos et donc il va te donner une pondération. 0, ça veut dire qu'il faut absolument vendre. 100, il faut absolument acheter. Et donc, il regarde en temps réel et il te sort une note toutes les 4 heures. Ça, on est en train de préparer un produit financier derrière qu'on sortira, qui sera justement à vocation à aller faire du trading automatique et proposer ça aux gens. Pour l'instant, on va plus le présenter comme un affichage pour aider nos clients en leur disant, et ça sera pour tout le monde, bah voilà, nous, notre recommandation dans les 4 heures qui viennent, c'est potentiellement d'être plutôt dans une tendance haussière, baissière ou neutre. Tu es sur un marché où il peut y avoir des prises de parole, plus ou moins mondiales,
plutôt mondiales, qui peuvent avoir un vrai impact sur le marché. Je sais pas, parce que je m'y connais pas assez, si c'est en partie en répondant à la question qui va venir, une question surprise qui était posée par Franck Desvignes. On va l'écouter, je vais te laisser y répondre et j'espère que ça répondra aussi en partie à ma question, sinon on fera une question bis. Vous avez un message. Hello, hello Nicolas, question pour toi. Que va-t-il se passer si les États-Unis adoptent massivement une politique pro-stablecoin opérée par des acteurs privés et que l'Europe reste sur ses positions autour de l'euro CBDC? Quel impact ça va avoir sur les paiements transfrontaliers, mais aussi sur l'infrastructure financière mondiale? Ma question, c'est si c'est toi qui avais une baguette magique et qui pouvait décider de tout ça, que ferais-tu? Et puis comment CoinHouse pourrait participer à l'aventure? Alors c'est pas une question, ça c'est 3 questions. On rappelle qui c'est, Franck Desvignes? Alors Franck est... alors déjà c'est quelqu'un qui a une superbe carrière dans la finance. Il a travaillé chez BNP Paribas, il a lancé Hello Bank, il a travaillé chez AXA également. Il est managing partner d'un fonds d'entrepreneurs mondial qui s'appelle True Global Ventures, où ils ont plus d'une centaine de partenaires de par le monde. Et ils investissent dans des sujets autour du Web3, mais également de l'IA et dans le gaming également. Et notamment chez CoinHouse. Ils sont chez nous, mais ils sont également dans d'autres sociétés hyper actives dans tous ces sujets dont je viens de parler. Si je suis honnête, j'ai rien compris à la question. T'es pas le seul. Non, forcément, c'est jargonneux. Notre métier est jargonneux. Ouais. Tu sais, comme à la Renaissance, on garde encore une façon, en tout cas, de présenter les choses où tout le monde n'est pas éduqué et on n'a pas eu le temps encore de créer des systèmes scolaires. Donc, la crypto, c'est malheureusement toujours un petit peu compliqué. Ouais. Donc, USDC et stablecoin, ils parlent en fait d'une crypto dont le sous-jacent est une monnaie fiduciaire. Donc en l'occurrence du dollar, de l'euro ou un panier de devises. Et en fait, ce qu'il exprime là, c'est le fait qu'il y a des annonces qui ont été faites par l'administration américaine, notamment par Trump, en voulant promouvoir le dollar numérique, le dollar digital, le dollar tokenisé. Et le dollar tokenisé aujourd'hui, il existe à travers une société régulée qui est Circle, qui appartient en partie à Coinbase. Il s'appelle l'USDC. Il y en a d'autres, des projets comme celui-ci. Donc je n'étais pas trop loin en lançant cette question au moment de ma question plus balbutiante. Exactement. Et donc, ce qu'il veut voir à travers ça, c'est si l'USDC est utilisé dans les paiements, parce que là, pour le coup, la crypto n'est plus volatile. Elle a la volatilité de sa monnaie, de son sous-jacent, donc oui. du dollar. Et elle peut être utilisée pour des paiements, notamment des paiements au sein même des États-Unis. Donc, tu payes directement de wallet à wallet quand tu veux faire un achat, mais aussi des paiements transfrontaliers. Du coup, plutôt que de passer par le système bancaire traditionnel. Mais du coup, l'intérêt est plutôt sur l'usage que sur la. Y a pas de... C'est la même valeur, du coup. Alors, c'est la même valeur. Ouais. L'intérêt, il est sur l'usage et il est principalement pour la réduction de frais et pour les usages internationaux. Aujourd'hui, on a moins le sentiment, quand on utilise des moyens de paiement, notamment en Europe, de se dire qu'il y a un problème quand tu payes avec ta carte. Globalement, ça se passe super bien, c'est pas très cher, et globalement, à peu près tout le monde est content. Sauf que quand tu grattes un peu, tu vas t'apercevoir que les commerçants perdent un petit peu dans l'histoire, parce qu'il y a en gros un bon 100 points de base qui est perdu dans toute la chaîne et qui est payé par le commerçant, et in fine, sans doute par le client final, parce qu'on va rajouter un top-up sur le prix. Et c'est encore plus flagrant quand tu es à l'international. Quand tu veux faire un virement de la France vers le Chili ou la Thaïlande. On a vu le patron d'Iban First voilà. Avec qui on avait échangé là-dessus. Ouais. Et donc, très clairement, il y a un intérêt à passer par la blockchain, puisque c'est ultra rapide, c'est très peu coûteux, et le sous-jacent est le même. Et en plus, c'est escalable au sens où si tu veux faire un virement, par exemple, d'1 milliard à quelqu'un qui est actuellement en Australie,
Ça va te prendre du temps, la banque va te poser tout un tas de questions, etc. Et puis l'argent, il va peut-être arriver dans 7 jours, quoi. Là, si j'avais un wallet avec 1 milliard dessus et que j'ai le wallet de destination, si je fais la transaction, ça va prendre quelques secondes à quelques minutes selon la blockchain qu'on utilise. Et il y aura des frais qui vont être de quelques centimes à quelques euros, c'est tout. Et c'est pareil si j'envoyais 200 € ou 1 milliard d'euros. Et donc là, tu as des usages qui commencent à être hyper intéressants. Et je pense que ce qui intéresse surtout Trump, c'est le dollar. C'est-à-dire le fait qu'on promeut, on promeut le dollar. Et la question de Franck, c'est de dire... on fait quoi en Europe ? Voilà. Et en Europe, c'est vrai que la Banque centrale veut tester d'abord un projet qui est plutôt autour d'une crypto utilisée pour l'infrastructure bancaire. Donc, c'est pas quelque chose de retail ou wholesale, c'est plutôt... De banque à banque. Ouais, un euro digital d'infrastructure. Et il y a aussi un projet de monnaie digitale de banque centrale, wholesale, donc pour tout le monde. Mais on sent que ça rame parce que comme c'est lancé au niveau européen, et ce n'est pas lancé par des acteurs privés, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, et il y a de bonnes chances que ça se plante. Et je pense qu'il a fortement raison. Et donc, nous, notre réaction par rapport à ça... nous, en tant qu'acteur privé... C'est d'être le pendant de Coinbase pour la monnaie européenne. Oui, alors sauf que pour émettre des stablecoins, c'est pas le même métier. Moi, je suis plutôt, en fait... C'est deux métiers différents, en fait. Le monde de la finance, aujourd'hui, si tu recevais le patron de BNP Paribas, le patron d'Euronext, ou, je sais pas moi, un opérateur de marché qui fait du clearing, une clearing house ou autre, c'est pas du tout la même chose. Là, en fait, les gens qui émettent des monnaies, c'est pas nécessairement la même chose que celui qui est la banque ou qui la conserve. Donc, c'est pas nécessairement à moi d'émettre un token. En revanche, si des tokens sont émis par des acteurs privés, j'ai peut-être fortement intérêt à les intégrer à ma plateforme et à proposer aux gens pour développer l'usage. Donc, je le fais déjà avec l'USDC. Courtier, finalement. Tu as un rôle de courtier, finalement. Oui, broker, oui, tout à fait. Et donc, c'est ce qu'on fait déjà. Et c'est vrai que malheureusement, on promeut aujourd'hui un usage qui est un stablecoin américain. On a bien évidemment objectif de rajouter des stablecoins euros et des stablecoins européens sur la plateforme. Et donc, je pense que nous, on va plutôt être des facilitateurs et des gens qui vont aider en fait le marché à décoller. Parce que quand on propose ce genre de choses, il y a tout de suite des dizaines de milliers de clients, demain des centaines de milliers de clients qui peuvent les avoir dans les mains et les utiliser. Et on va proposer des usages, on va proposer des paiements comme on le fait aujourd'hui. On a déjà une partie de nos clients qui utilisent les cryptos comme moyen de paiement. Donc demain, avec des stablecoins euros privés ou même avec les stablecoins dollars, on va encore accélérer ces développements. Je pense qu'on n'est qu'au début de la grosse transformation parce que toutes les cryptos jusqu'à présent, ça a surtout été perçu comme des valeurs d'investissement. Quand tu me poses des questions, tu vois, tu me titilles sur est-ce que c'est le moment d'investir, est-ce qu'il faut y mettre de l'argent, à quel moment il fallait investir, etc. Est-ce qu'on est au Moyen-Âge ou c'est un porte-monnaie courant. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est que la technologie permet de faire beaucoup de choses et elle permet surtout de gérer des transactions avec beaucoup plus de rapidité, beaucoup moins de coûts parce que tu n'as pas la nécessité d'avoir de la validation vu que la technologie valide elle-même. Le problème du secteur bancaire, c'est que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui écrit dans un fichier Excel. Tu es obligé de mettre un contrôleur pour vérifier que quand il a mis une valeur dans la case B18, c'est bien la bonne valeur. Dans une transaction blockchain, c'est... intrinsèquement... En fait, c'est inscrit dans le code, c'est open source, c'est lisible, tout le monde peut le lire, et la transaction, elle est irrévocable. Et donc, elle s'est faite. Si elle s'est faite, elle s'est faite. Et donc, il n'y a pas à discuter, la valeur, elle est bien dans la case B18, et donc, il n'y a pas besoin de mettre un auditeur. C'est pour ça qu'en fait, la vraie transformation derrière, c'est que tu n'as pas d'intermédiaire. Tu réduis énormément les intermédiaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème dans un paiement, dans un magasin en digital, c'est que si tu viens en disant, alors j'ai un compte bancaire, j'ai 20 €, toi, en tant que commerçant, tu as un compte bancaire, je te promets, je vais faire un virement de mon compte bancaire à mon compte bancaire, à ton compte bancaire, pour te payer les 20 balles que je te dois pour avoir acheté un truc. Bon, déjà, le commerçant, il va te regarder en te disant, bon, repose ton produit et arrête de m'emmerder. La réalité, c'est que c'est pas possible. Donc, du coup, il y a tout un tas d'intermédiaires qui se sont mis là. Il y a des banques, il y a des intermédiaires de paiement,
des Visa, des Mastercard, qui sont là pour faire le clearing de tout ça, de vérifier que tes 20 euros vont bien être débités, déjà que tu as bien 20 euros sur ton compte, qui vont bien être débités et qui vont bien être crédités quelques jours après sur le compte du client. Tu as combien d'intermédiaires ? C'est forcé que ça coûte quelque chose. Avec une transaction blockchain de wallet à wallet, j'envoie, c'est reçu. Et c'est obligé que c'est reçu. Et personne ne prend rien au milieu ? Bah, la blockchain prend quelque chose. Ouais. De wallet à wallet, c'est en fait le fonctionnement. C'est pour ça que la blockchain a un modèle très intéressant, c'est qu'elle se rémunère par son usage. Et donc la blockchain Bitcoin, par exemple, ou Ethereum, elle va se rémunérer par les frais que tu vas payer. Et c'est ce qui permet de payer les gens qui la font fonctionner, qui la sécurisent. C'est la partie, je crois, la plus complexe à comprendre dans Bitcoin, mais c'est le modèle qui est génial. C'est vrai, tu donnes aux gens du pouvoir, tu leur dis, participe à la sécurisation et tu vas récupérer une partie des frais de transaction. C'est comme si demain tu disais, on va tous être Visa, Mastercard, on va tous faire le boulot. Forcément, eux, avant, ils prennent 100 points de base. Là, on va dire, on va en prendre plus que 20. Mais c'est 20 points de base sur des milliards et des milliards de transactions qui s'écoulent chaque jour. Ça fait quand même beaucoup d'argent et on va se le répartir entre nous. Ça fait sacrément du pognon, ça. Donc le futur, c'est les paiements. Le parallèle que je vais faire sera peut-être pas le bon, mais tu vois, quand on parle de l'anonymat en ligne, l'anonymat, ça permet de pouvoir éviter des dictatures en tant que citoyen et de s'exprimer, mais l'anonymat, c'est aussi ce qui te permet de lâcher, t'as le côté obscur de la force aussi. Là, c'est la fraude. Exactement. Et donc là, en l'occurrence, sur toutes ces monnaies virtuelles, etc., tout le monde peut-être pas, mais pense terrorisme, toutes les activités illicites. Demain, s'il n'y a plus d'intermédiaires et qu'on peut plus suivre complètement les transactions, comment on a un regard, comment les autorités, les États peuvent avoir un regard là-dessus? C'est pas le cas. Alors en fait, c'est tout l'inverse. Okay. Et c'est contre-intuitif. Mais toutes les personnes qui disent le contraire sont des ignorants. C'est mon cas. Et alors, du coup, tu vois, c'est vraiment le parallèle avec la Renaissance. Il faut t'éclairer sur. Là, on va passer au siècle des Lumières et à Diderot. Ça va être l'allégorie de la caverne de Platon. Là. Et à Rousseau et autres. Non, en fait, la vérité, c'est que le problème dans le monde, c'est le cash. C'est le dollar, en réalité. C'est lui qui est le principal véhicule du paiement, des activités illégales, etc. On n'a jamais dit que la blockchain était anonyme. Elle l'est pas, puisque le livre est ouvert, c'est open source. Tu peux voir toutes les transactions. Moi, je peux pas voir la transaction que tu as reçue hier de ton compte bancaire, petit coquin. Parce que je suis certain qu'hier, tu as reçu sur ton compte bancaire un virement de FR76 3000 quelque chose. C'était confidentiel. Voilà, ouais, mais je sais que tu as reçu cet argent de cette personne, dont on ne dira pas le nom. Mais ça, je le sais pas. Parce que y a ta banque qui le sait, toi, tu le sais. Dans la blockchain, tout le monde le sait. Seulement, on ne sait pas le nom qui est derrière FR. Derrière une adresse blockchain, tu peux retrouver toutes les transactions depuis le début. Tout est écrit. Le livre est ouvert et est auditable. Mais encore faut-il savoir quel numéro de compte regarder. Oui, mais il y a des gens qui le savent. Qui est derrière. Alors, oui. Alors, vous savez qu'on est dans la tech, là. Donc, les gens adorent la tech. Et quand des gens disent il y a de l'or là-bas, il y a toujours des petits malins qui se disent moi, je vais faire des pelles et des pioches. Et toute industrie qui se crée c'est comme une boîte de pétri. Une boîte de pétri? Oui, c'est ce que tu fais en biologie en seconde. On te met une boîte de pétri, on te met de l'agar-agar, et puis on te fait pousser dedans des cellules des bactéries, et tu vois en fait le développement en fait tous les cours de bio où tu vois le développement fait des bactéries, la prolifération, etc. Et en fait, on est tous comme ça. Nous, on vit dans des boîtes de pétri en tant qu'entrepreneur. Dès qu'il y a une innovation, tu as plein de gens qui se mettent à innover des trucs pour soit contrecarrer ce que tu fais, soit te donner les outils pour que tu puisses travailler. Et donc, typiquement, dans tout le développement autour de la crypto, très vite, il y a des gens qui ont créé des outils pour analyser toute la blockchain. Ce qu'on appelle les outils d'analyse de chaîne. Alors malheureusement, c'est surtout des boîtes américaines qui se sont développées sur ce sujet. Comme souvent, et malheureusement, c'est très important parce que les gens qui ont l'information, la data, et qui peuvent parler au FBI, au CIA, à la CIA, etc.,
c'est forcément des gens qui ont beaucoup d'intelligence économique, beaucoup de valeur. Donc c'est tous ceux qui écoutent c'est le même business que ceux qui écoutent les câbles sous-marins. C'est emmerdant. Donc c'est gênant, mais aujourd'hui... C'est emmerdant quand c'est pas toi. C'est emmerdant quand c'est pas toi, on n'a pas beaucoup d'outils en Europe pour ça. En revanche, nous, on est tous équipés de ces outils, et en fait, tu peux déjà, voir à travers ces outils quelles ont été toutes les transactions qui ont pu poser problème, et ensuite, plusieurs acteurs possèdent les clés. Moi, par exemple, je possède les clés, c'est-à-dire je possède une partie des clés pour ceux de mes clients. C'est-à-dire je sais pour mes clients quelles sont toutes leurs adresses de wallet. Quand ils reçoivent de l'argent ou quand ils envoient des cryptos vers l'extérieur, je sais que c'est à eux et je sais vers qui ils l'envoient. Enfin, je ne sais pas vers qui ils l'envoient. Mais tu sais vers quel compte. Voilà. Et on alimente en fait ces outils d'analyse de chaîne qui permettent en fait de mapper progressivement au fil des années et de savoir qui sont les wallets de Coinbase, qui sont les wallets de Binance, qui sont les wallets de CoinHouse, qui sont des wallets qui sont teintés à du terrorisme, qui sont des wallets qui sont teintés à telle ou telle activité, etc. Et donc aujourd'hui, tu peux savoir qui sont les wallets qui sont potentiellement, qui appartiennent potentiellement à des terroristes. Oui, tu l'as par probabilité. C'est-à-dire que si tu me donnes une adresse de wallet et que je la rentre dans le système, il va tout de suite mapper tout et il va te donner une probabilité. Il va te dire... Cette adresse, elle est soit complètement inconnue, elle n'a jamais été utilisée. Si elle a été utilisée, il va te donner tout l'historique de tout ce qui a été fait. Il va te donner ou combien de transactions. Voilà, il va te donner un camembert te montrant la répartition de tout. Et tu vas voir, il y a peut-être X% qui est parti sur des sites de dark web, des trucs. Et puis bien évidemment, des choses qui sont... Ouais. Et donc, tout ça pour dire quoi? C'est que, déjà, il y a de la traçabilité. Il faut savoir que toutes les polices du monde sont équipées de ces outils. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que le cash. Parce que si je te donne un billet de $100, tu sais pas à qui il a appartenu. Ça se trouve, il a appartenu à un terroriste. Et tu le sais pas, c'est pas marqué dessus. Si je te fais une transaction blockchain, tu peux le savoir. Donc du coup, ça veut dire que tu peux arrêter la personne derrière. Tu peux aller la bloquer, tu peux aller bloquer ses fonds, etc. Donc en réalité, avec la blockchain, je pense que d'une certaine façon, non, mais effectivement, tu peux même priver les libertés dès lors que les États disent aux gens, et disent notamment aux plateformes, ce qu'ils ont commencé à faire, vous devez appliquer des règles. Vous devez faire des déclarations de TRACFIN. On est soumis aux déclarations de TRACFIN depuis des années. C'est une obligation en France, bien évidemment, mais elle est dupliquée partout dans le monde, dans tous les pays d'état de droit. Tu as... d'état de droit. Oui, donc c'est pas tous les pays. Mais en tout cas, tu donnes... tu dois reporter des problèmes. Et du coup, pour conclure, c'était ça, de là où je voulais en venir sur l'ignorance, c'est que du coup, tu as des datas sur, mais finalement, quel pourcentage des transactions est utilisé pour des activités illicites. C'est 10 fois moins que en proportion du volume que le cash traditionnel, que la finance traditionnelle. Donc aujourd'hui, et pourquoi? Parce qu'en plus, quand tu utilises quelque part la crypto, tu as presque beaucoup plus de risques de te faire pincer. Parce qu'on va pouvoir te retrouver, on va pouvoir te geler les fonds. Alors bien sûr, si tu es basé en Corée du Nord, c'est plus compliqué. Mais qui veut vivre en Corée du Nord? Sauf des groupes comme Lazarus ou l'État même de la Corée du Nord qui, on le sait tous malheureusement, utilisent les cyberattaques pour en fait attaquer de façon malicieuse des États, des organisations, des structures et volent du pognon. Mais ils le volent de façon consciente et pour le coup, ils gardent l'argent pour eux. C'est une rançon qui est établie. Ceux qui s'intéressent juste à ce sujet, je les renvoie vers l'interview qu'on a sorti 1 ou 2 semaines, 3 semaines, avec le patron de Formine, un des leaders de la cyber en France. Voilà. Fin de parenthèse. Je veux bien, parce que je vois le temps qui défile, j'ai plein de sujets, mais on pourrait rester des heures, parce que vraiment, pour le coup, je suis tellement ignorant qu'il faudrait presque reprendre les bases de l'alphabet. C'est clair. C'est très clair. Ouais. Je reviens un peu en arrière. Tu évoquais tout à l'heure les débuts de CoinHouse, et tu as évoqué un nom, une boîte, Ledger. Il me semble que tu connais relativement bien l'un de ses fondateurs, Éric Larchevêque, qui justement a une question pour toi. On l'écoute. Vous avez un message. Salut Nicolas, c'est Éric Larchevêque.
En 2017, je t'ai demandé de tout quitter pour devenir entrepreneur et prendre la tête de CoinHouse. Cela t'a amené à beaucoup de sacrifices et une charge mentale exponentielle. Voici ma question. Est-ce que parfois tu te dis que ce jour-là, tu aurais mieux fait de te casser la jambe? Absolument pas. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu veux développer? J'étais malheureux, moi. En fait, j'ai fait du capital risque pendant 16 ans. C'est un super métier. Tu gagnes plutôt bien ta vie. Et tu es au contact des entrepreneurs. Bon, j'ai vu des milliers d'entrepreneurs. J'en ai financé plus de 50, dont des très belles boîtes. Dataiku en fait partie, mais même Solution 30, qui est une belle boîte qui a bien réussi. Wika, on en parlait tout à l'heure. Racheté par la SNCF. Ou d'autres boîtes que j'ai pu voir. J'ai vu aussi beaucoup de plantages. Donc j'ai vu ces entrepreneurs, mais c'est un peu celui qui est au bord de la piscine et qui dit vas-y Léon. Et puis à un moment t'as peut-être envie d'aller dans l'eau, quoi, et de te dire mais moi aussi je suis presque. Tu sais pas si t'auras raflé les 5 médailles, mais t'as envie de jouer. Mais t'as envie de jouer. J'ai réussi de la natation, mais pas aussi bien que lui. Oui, t'as envie de jouer. En fait, t'as envie de jouer. Au bout d'un moment, tu te dis en fait le game il est où en fait? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de financer ou d'être celui qui finalement prend les risques et au sens propre comme figuré, c'est lui qui gère au quotidien. Tu sais, le financeur, souvent c'est pas son argent, même si tu mets un petit peu d'argent dans les fonds, souvent c'est l'argent d'autres personnes que tu investis. Tu investis d'argent de fonds de pension, etc. ou d'institutionnels. Tu étais même un petit peu plus direct quand on en parlait tout à l'heure sur oui, le modèle parfois ouais. des investisseurs, c'est un modèle très basé sur la rentabilité de la société de gestion. C'est le fait que je touche 1% de façon récurrente de l'argent que je gère, et c'est surtout ça qui me fait vivre. Et parfois, la rentabilité, elle n'est pas au rendez-vous et elle arrive très 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 tardivement. Donc, j'ai vraiment vu les deux côtés. Donc, je sais très bien comment fonctionne un fonds d'investissement. J'en connais parfaitement les travers. Je connais très bien les règles du métier. Et maintenant, je vois très bien ce qu'est le monde de l'entrepreneuriat. Et je regrette de ne pas être passé plus vite dans l'entrepreneuriat. À plusieurs fois, j'ai vu le train passer. Des fois, il suffit d'avoir le bon train. Il s'est arrêté. À 2 ou 3 reprises, on m'avait proposé... Eric Carrel m'avait proposé de reprendre... Le patron de WeSings. Oui, mais avant ça, il avait créé plein de trucs. Il avait investi notamment dans une boîte qui faisait des imprimantes 3D. Il m'avait proposé de reprendre la gestion et d'être CEO de cette boîte. J'étais trop jeune, je sais pas, j'arrivais pas. À un moment, j'ai voulu racheter une boîte dans la formation. J'ai fait Normal Sup et donc je m'étais dit, bon, faut que tu fasses un métier et de l'entrepreneuriat qui est proche de ton ADN initial. Donc, je me suis dit, bon, soit je vais faire comme mes parents, je vais plutôt aller dans la restauration, le commerce, etc. Ouais. Soit je vais faire un truc qui va être dans la formation. Donc, je vais même imaginer racheter une boîte de formation à Aix-en-Provence. Et puis bon, tout ça a été un peu ridicule. J'ai imaginé plein de trucs. Et un jour, Eric me propose. Normalement, j'étais parti pour bosser chez Ledger, en être sans doute un des top managers. Et voilà, mais ça aurait été finalement pas être entrepreneur. C'était top manager, actionnaire. Je suis actionnaire de Ledger parce que la raison pour laquelle je connais très très bien Eric, c'est parce que je l'ai aidé. En fait, dès le départ, au tout lancement, et je suis actionnaire de la boîte depuis le tout départ. On rappelle en une phrase ce que fait Ledger. C'est le leader mondial de la sécurisation des cryptos, dont le business model principal est de vendre du hardware. Donc, c'est un dispositif électronique. Ouais. Il en existe de différentes formes. Ils ont une gamme de produits qui permet de sécuriser tes cryptos. Et ils ont également une plateforme à travers le Ledger Live qui te permet d'accéder à des services derrière. Et donc à l'époque, je fais gros flashback, à l'époque c'est aussi eux qui ont la maison du Bitcoin. Ouais, en fait, pour faire très très simple, mais ça doit d'abord commencer par la maison du Bitcoin qui était un incubateur. De cet incubateur est né Ledger, et du coup l'incubateur, plutôt que de rester un incubateur, est devenu un lieu pour vendre des ledgers. Et comme quand tu vends un ledger, mais que tu n'as rien à mettre dedans, c'est comme vendre un coffre-fort avec que dalle. Ça marche pas. Vaut mieux vendre les lingots à côté. Et voilà, tu vends les lingots à côté. Et donc, il y a eu ce modèle de broker, de dire, comme un bureau de change, d'ailleurs, c'était physiquement un bureau de change dans Paris. Tu pousses la porte, tu viens, tu mets à l'époque, tu pouvais même payer en cash, tu mets 100 €, tu donnes ta carte d'identité,
tu achètes un ledger et puis on t'envoie l'équivalent de 100 € en bitcoin dans ton ledger et tu repars avec. Donc à ce moment-là, ils ont les 2 boîtes. Ouais. Et la question que je t'ai posée tout à l'heure et que je vais te reposer là pour que tout le monde l'entende, enfin surtout ta réponse, c'est pourquoi donc il propose de reprendre la boîte. Il aurait très bien pu se dire, on a une boîte qui grandit, Ledger, on a une boîte, en plus je crois qu'à pas longtemps avant, la maison du Bitcoin était beaucoup plus... Faisait plus de chiffre d'affaires. Ouais, beaucoup plus de chiffre d'affaires que Ledger. Ledger, ouais, tout à fait. Donc la question c'est le grand pourquoi. En fait, la maison du Bitcoin a financé Ledger pendant 2 ans. Ouais. Alors, il y a eu une levée de fonds, mais beaucoup de cash flow venait de Ledger de Coinhouse, ouais. de la maison du Bitcoin Coinhouse, pour financer les ingénieurs de Ledger. En fait, parce que c'est pas le même métier. D'un côté, tu as le fabricant d'avions, le Boeing ou l'Airbus, et de l'autre côté, tu as la compagnie aérienne. C'est pas le même métier. T'en as un, il peut pas opérer partout dans le monde, il faut qu'il opère avec des licences, etc. C'est pas le même métier en fait. Ledger, c'est du consumer électronique. Ça doit vendre ses devices partout dans le monde, le plus simplement possible. Nous, on vend des cryptos, et très vite quand même, les cryptos, ça s'apparente à des produits financiers. Et tu as une obligation qui s'est avérée dès 2016, mais Eric, et bien lui en a pris, avait décidé déjà de l'imposer dès le départ, c'est de prendre du KYC au client, c'est-à-dire de KYC, Know Your Customer, c'est que tu prends une pièce d'identité au client. Et donc dès le départ, tous les clients chez nous avaient une pièce d'identité, devaient renseigner un numéro de téléphone, des informations, etc. Bien vu. Et donc du coup, on a une base qui est à peu près clean de clients. Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est énormément renforcé. Et quand tu vends un ledger, tu veux pas faire du KYC, etc. Donc c'est pas la même chose. Et puis en plus, c'est un lieu physique. Ouais. Tout à l'heure, tu m'as donné quelques éléments chiffrés sur un avant-après, tu vois. Ouais, je crois que je peux pas exactement donner les chiffres parce que je sais pas s'ils sont vraiment publics, mais en gros, le chiffre d'affaires de Ledger, si le chiffre d'affaires de Ledger était de 1 en 2016, il était de 42 en 2017. Là aussi, le chiffre d'affaires de Coinhouse, la maison du Bitcoin, était de 1 en 2016, il était de 3 en 2017. Donc tu as un ratio qui n'est pas du tout le même donc l'avenir, entre les deux. A priori, court terme, moyen terme, Ledger évidemment. Oui, puis Ledger venait de faire une grosse levée de fonds. L'objectif, c'était quand tu lèves 100 millions, que tu fais quand même beaucoup de chiffre d'affaires, que ton modèle, c'est très consumer électronique. Tu vas à Las Vegas présenter au CES, présenter ton device. T'en as pas grand chose à faire d'une boutique dans Paris qui certes te vend un peu de Ledger, te vend un peu de crypto, mais c'est quelques millions d'euros de supplémentaires de chiffre d'affaires. C'est pas le truc c'est pas le game changer. Et donc, en plus, ça porte des risques parce que tu dois faire du KYC, tu sais pas trop la régulation, etc. À l'époque, il y a eu quand même l'affaire Marc Karpeles qui est un Français. On rappelle rapidement l'histoire, je vois le timing. Mongox, ouais. Un des premiers exchanges japonais créé par un Français au Japon qui était passionné de gaming, qui a démarré son truc comme une plateforme de gaming, qu'il a transformé en une bourse. Donc cette fois, c'était bien une bourse crypto et qui s'est avéré en 2014 avoir perdu de l'argent, avoir triché, avoir dissimulé les pertes. Et avoir planté la boîte et planté des milliers ou des dizaines de milliers d'épargnants pour des montants colossaux. Il a fait de la prison, etc. Donc, à l'époque, quelque part, opérer une activité comme ça de crypto, ça n'a pas forcément bonne presse. On voit les risques. Et ça t'a pas fait peur, tout ça ? Ah si ? Oui. En tant que financier en plus. Ouais, en tant que financier. Bon, après, j'ai fait du capital risque. Hein. J'ai pas fait de la banque privée, Dylan. Oui, alors, oui, non, pour être complètement transparent. T'as dit, j'ai jamais expérimenté l'entrepreneuriat, j'ai jamais expérimenté la tôle, pourquoi pas ? Venant de ma famille, ça serait un peu compliqué. Non, en fait, je me suis toujours dit que ce métier pouvait être bien fait. Déjà, j'ai pas vu de risque à la maison de Bitcoin. Le risque que j'ai vu, c'était surtout. Faisait peur, ouais. Déjà, le risque, il venait à l'extérieur. Déjà, je pense que, pour être complètement transparent, j'avais pas fait suffisamment mes due deals de ce qui s'était passé au niveau mondial. Et j'avais pas assez lu, finalement, la mauvaise presse pour influencer ma décision.
Et donc j'avais si T'étais j'avais déjà dedans. ouais, si j'avais peut-être lu, je me serais peut-être dit oulala, ça me semble un peu bizarre. Bon, Ça serait peut-être pas allé. Ouais. ayant fait, toi, j'ai fait Normal Sup, Télécom Paris, Le Corps, etc. Une très belle carrière dans la finance. Je vois pas pourquoi je viendrais teinter mon CV de quelque chose d'un peu bizarre. Donc, en fait, j'ai peut-être pas bien étudié le sujet. J'y suis peut-être allé un peu vite. Et après, il y a une autre caractéristique, c'est que déjà, le business était plutôt joli et bien fait, parce que Eric avait à cœur quand même d'avoir fait les choses proprement. Très vite, l'un des premiers recrutements, ça a été directrice de la conformité, Sandrine Lebeau, avec qui on a fait un très beau parcours jusqu'en 2022. Et on a tout monté, la conformité, ensemble. On était quand même le premier acteur régulé. On a surtout participé à la mise en place de la loi Pacte en France et on a négocié les décrets. Donc la régulation, j'y suis allé clairement. Et moi, j'ai pensé assez vite que ce marché serait gros et que ce serait un marché régulier parce que c'est un marché financier. Soit c'est un marché qui a ni queue ni tête et qui est un marché en fait de fraudeurs ou de petits maximalistes et donc on part d'un micro-marché qui va disparaître. Soit on est en train de dire qu'on est en train de révolutionner le monde de la finance, mais si tu révolutionnes le monde de la finance, tu vas pas non plus révolutionner les codes. C'est pas possible. Il y a trop d'enjeux, trop de régulateurs, de comités de Bâle, de je sais pas trop quoi, de banquiers centraux pour venir bouleverser tout le monde. Tu peux à la rigueur influer une innovation technologique à travers une rupture. Par exemple, tu viens avec des véhicules électriques, mais tu peux pas casser le modèle de tous les constructeurs automobiles partout dans le monde day one. Ça, tu le fais pas. En disant, écoutez, on arrête tous les voitures et puis maintenant, on va tous faire... oui. Voilà, Donc, en fait, les innovations, elles viennent toujours elles sont toujours insidieuses. C'est le serpent qui rentre et qui va quelque part... ensuite impacter le marché. Donc là, nous, on est rentré, on s'est fait serpent pour rentrer dans le dispositif et venir quelque part mettre progressivement une approche, une vision. Exactement, notre approche, notre vision, la régulation, planter en fait nos drapeaux à différents endroits pour à un moment dire en fait on va vraiment faire la révolution. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la révolution des paiements serait impossible si tout le travail préliminaire n'avait pas été fait. Donc le travail préliminaire, en fait, ça m'a semblé complètement réaliste et complètement faisable parce que j'avais déjà beaucoup discuté avec des régulateurs. Pour le coup, j'étais homme clé de fonds d'investissement, connaissant bien le métier de la finance, ayant un bon réseau dans ce métier, ça me semblait complètement possible. Voilà. On a raconté la trajectoire à Coinao, mais en fait, on pourrait s'arrêter à chaque étape. Ce qu'on aime bien dans 40 nuances de Next, si on soit des marques incontournables, tu l'as dit, qu'on fait des révolutions dans leur marché, dans leur secteur. On aime bien montrer à des entrepreneurs qui nous écoutent que contrairement à plein de vidéos, il suffit pas en 3 minutes d'acheter une formation pour réussir. Ça prend du temps. Et parfois, même quand on est tout là-haut, je ne sais pas si vous étiez à quelques mois parfois de tomber, mais est-ce qu'il y a eu des moments clés, durs? Je ne sais pas si c'est là-dessus que tu veux aller, mais en tout cas, c'est la rubrique La Claque. Et on pourra mettre 2 claques s'il faut, mais ouais. J'ai plutôt tendance à en rendre. Je te préviens tout de suite. C'est pour ça que j'ai laissé un mettre entre nous. Ouais, c'est quoi la claque ou le moment dur qu'il a fallu affronter en tant qu'entrepreneur, dirigeant? Bah, je pense que c'est 2018-2019. Parce que c'est justement là, en fait, où pour faire la transition avec ce qu'on a dit avant. Donc, j'arrive un peu naïvement, en n'ayant pas fait toutes mes due deals, dans une boîte en me disant, tiens, super, je vais enfin devenir entrepreneur. Il y a du cash, il y a de la trésorerie, le marché est plutôt booming. Et de m'en rendre compte, en réalité, j'avais rien compris. C'est-à-dire, fondamentalement, même si je suis l'actionnaire de Ledger depuis longtemps, que j'ai écouté, j'avais regardé et que je connais un peu la techno, oui, j'avais compris la techno, mais j'avais pas du tout compris le marché. Et j'avais pas du tout compris non plus ce que c'était que le métier de CEO. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs en 2018-2019 et je les ai fait au moment où le marché s'est cassé la gueule. Parce que le marché crypto est cyclique et qu'après un cycle de 2016-2017 qui était très favorable, qui faisait suite à un cycle de 2014-2015 qui était très défavorable. C'est toujours à peu près 2 ans. Voilà, c'est des cycles qui sont calés jusqu'à présent sur 4 ans. 2018 et 2019 ont été d'un point de vue, en tout cas activité de marché,
extrêmement défavorable. C'est pas en revanche défavorable pour investir, parce que comme chacun sait, il faut investir quand ça coûte pas cher et vendre quand ça coûte cher, et pas l'inverse. T'avais pas encore la météo du... Je savais pas encore la météo de la crypto. Seulement, j'avais été un peu malin, que pour le coup, je investis quand même un petit peu en 2018 en me disant, mais triste, parce que toi, je me souviens, j'avais acheté de l'Ethereum et je voyais le cours qui baissait. J'en ai racheté un peu et je me dis, mais jusqu'où ça va aller? Je suis retourné un jour, je me souviens, j'étais dans les bureaux et je me suis retourné vers l'un de mes cofondateurs et je voyais le cours du Bitcoin qui était à 3200 €. On était à 17 000 ou quelque chose au pic de 2017, début 2018. Je me retourne vers lui, je lui dis, mais franchement, à 3200, qui trouve que c'est encore une bonne opportunité de vendre? C'est qui le mec qui se lève le matin en se disant, ouais, 3200, allez, j'y vais, je vends, c'est génial. Il me regarde, mais tu sais, il y en a qui en ont acheté à 10 balles. Hein. Donc à 3200, ils font encore 320 fois leur mise. Ça va, hein? Oui, c'est vrai. Bon, mais c'est un peu comme en 2007, en 2008, quand j'avais réinvesti beaucoup sur les marchés financiers traditionnels. Puis les Man Brothers. Et que j'écoutais, je sais plus comment s'appelle, Feu, celui qui présentait la bourse sur BFM, etc. Soumier. Et ouais, non, Non. je crois que c'était un autre, c'était pas Soumier, il présentait plutôt la tech. Et le CAC était, je crois, à 2009 ou 2008. Et quand tu l'écoutais, tu te dis, mais it goes to zero, quoi. Ça n'a pas de sens. Nicolas Dose. Je crois que c'était lui. Ouais. Et tu te dis, mais en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas, je sors dans la rue, j'ai quand même l'impression qu'il y a du monde dans les stations Total, que chez Carrefour, il y a encore des gens qui achètent des trucs. Alors, ouais, c'est quoi le- ouais, puis tu sais, les magasins sont pas fermés, quoi. T'as l'impression que t'étais en Russie post-éclatement du bloc soviétique, quoi. Enfin, en fait, ils obligent les gens. En fait, ça n'a pas de sens. Il faut acheter. Donc là, oui. Il faut acheter quand c'est bas. Donc oui, la claque, c'est ça. C'est de prendre tout en même temps. De devenir entrepreneur, de devoir structurer une boîte, d'apprendre ce métier, d'avoir le marché qui diminue et de passer de... En gros, on a divisé par 10 notre chiffre d'affaires mensuel. Et au même moment, on multipliait par 4 les coûts mensuels. Donc là, c'est Ça a tangué. ce qu'on appelle un effet ciseau et ça fait un peu mal. Et on avait levé peu d'argent. Petite explication de gravure à ce moment-là entre associés, les membres du board. Ouais. Très compliqué. Ouais. Très très compliqué. Très compliqué parce que j'avais des membres du board qui étaient surtout des entrepreneurs à ce moment-là. C'était notamment plusieurs membres dirigeants de Ledger ou des gros entrepreneurs français qui me donnaient beaucoup de leçons, mais en mode donneur de leçons. Mais qui n'était pas à ta place, de toute Qui manière. n'était pas à ma Ouais. place et qui était surtout en mode donneur de leçons, mais finalement pas très aidant. Donc là, j'ai fait ce que je sais bien faire, c'est-à-dire que je prends une claque, mais j'en mets une. Donc je les ai virés. Donc j'ai changé le board. J'ai fait un tour de table, ça a réussi, et je leur ai dit « Ciao les gars !» Voilà, ils sont partis. Et j'ai gardé que les gens brillants, les plus intelligents. Et bien justement, on va te demander de nous recommander quelqu'un de brillant, d'intelligent, une femme entrepreneur que tu admires. C'est la rubrique Sista. Et choisis bien, parce là, on n'a pas la main sur notre invité. Et on espère avoir une entrepreneur incroyable à ce micro, à cette table, dans quelques semaines, quelques mois. Qui as-tu choisi? J'en aurais plusieurs en fait. Alors tu peux les nommer, mais il n'y en aura qu'une. Moi, je suis bien chaud pour Marion, dont tu m'as parlé tout à l'heure, mais je pense qu'on lui proposera plutôt Cash Out, mais ça marche aussi. Donc il y a Marion Carrette Ouais. qui avait lancé Zilloc, puis Zilloc Auto, qui est la boîte dans laquelle j'avais investi. Devenu Wicard. Devenu Wicard et racheté par SNCF. Je pense à Delphine Merle, que j'ai connue chez Unibail, et qui a lancé Whitebird, et qui veut révolutionner l'univers en fait de la gestion immobilière et toute la gestion des syndics avec une approche digitale et totalement moderne en utilisant et qui utilise justement toutes ses compétences qu'elle a acquis dans un gestionnaire tel qu'Unibail et qui l'applique à la tech et qui est brillante. Tu veux lui poser une question, on extraira et on lui demandera.
Est-ce qu'elle l'aurait fait plus tôt? Parce que je pense elle l'a fait à l'occasion d'une situation chez Unibail où elle était dans le top management et il se passait pas mal de choses. Et elle a voulu à ce moment-là, elle a décidé de partir et elle a créé sa boîte. Moi, je l'ai un peu fait parce que j'étais là au bon moment et qu'on m'a dit tiens, peut-être même un peu poussé. Et parfois, tu connais le grand bain, il faut pousser les gens un peu dans la piscine. Est-ce qu'elle ne se serait pas poussée un peu plus tôt? Et quand ils n'ont pas de téléphone dans la poche, évidemment. Alors, la troisième personne que je recommande et également que j'ai connue chez Unibail Rodinco, qui est Clémentine Piazza, In Memory. Et elle a complètement révolutionné un métier très très particulier qui est celui de la mort. Wow. Tenté aussi. Hein. Bon, écoute, tu nous présenteras tout le monde et on trouvera bien comment on ira au cimetière ensemble recevoir. Oh, mais quelle belle proposition de rendez-vous. En tout cas, je pense qu'il faudra qu'on reprenne rendez-vous, Nicolas. C'était ultra serré en timing. J'avais encore 100 000 questions. Je sais que le temps nous est compté. Donc, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Je remercie également tous ceux qui sont encore là jusqu'au bout. Vous êtes nombreux et nombreux à nous suivre. Je crois 90-96% de taux de complétion, en tout cas sur les plateformes audio. Donc, ça fait plaisir. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, si ce n'était pas le cas et que vous nous découvrez grâce à Nicolas, eh bien, abonnez-vous. Merci à toi, Dylan. Et merci à toute la team. Merci à toutes, merci à tous. Feuille blanche. 40 nuances de Next.